Okay, so let's start. Before I start, the talk is going to be in French, but my slides are in English, so you can follow even if you're not entirely comfortable with your French. Unui kiu ĉi tie jam parolas Esperanton? D'accord, donc 3-4 personnes, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui n'avaient jamais entendu parler de l'espéranto avant de venir à cet événement? Non. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient jamais rencontré quelqu'un qui parle espéranto avant de venir à cet événement? Donc plusieurs. Je pensais que ce serait plus d'ailleurs. Donc qu'est-ce que c'est que l'espéranto? Donc la définition la plus simple, c'est une langue auxiliaire internationale créée à la fin du 19e siècle, mais qui est devenue la langue construite la plus parlée. Et c'est aujourd'hui une langue vivante, donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans ma présentation, parlée par une communauté qui se trouve dans un grand nombre de pays. Et je trouve aussi que c'est un phénomène particulièrement intéressant, puisque c'est une langue, un projet créé par un mec qui s'est transformé en véritable langue. Donc moi, l'espéranto, je l'ai appris il y a 10 ans, et j'ai commencé à l'apprendre il y a 10 ans, et aujourd'hui, je le parle dans ma vie de tous les jours. Donc je vais vous présenter vite fait d'où ça vient et à quoi ça ressemble, puis je vais vous parler du côté pratique, culturel, social, et ainsi de suite. L'espéranto à la base c'est le projet de ce mec-là, donc Ludwig Leiser Zamenhof, parfois appelé en français Louis Lazare, qui était originaire de Białystok, donc c'est une ville qui est aujourd'hui située en Pologne, mais à l'époque c'était dans l'Empire de Russie. Donc, comme Białystok est en Pologne aujourd'hui, on entend souvent que l'espéranto a été créé par un Polonais. C'est pas vrai, il a lui-même toujours dit qu'il n'était pas polonais, il se considérait comme un juif de Russie. Donc, cette ville à cette époque, donc au 19e siècle, c'est une ville multiculturelle avec plusieurs communautés. Donc, les principales étaient les Russes, les Polonais, les Juifs et les Allemands. Et donc, il y avait beaucoup de tensions entre ces communautés. Et il s'est dit, déjà quand il était enfant, il s'est dit que s'ils avaient une langue commune, ça résoudrait pas tout, mais au moins ce serait la première étape pour une résolution paisible des conflits. Donc il s'est dit, ça serait pas possible, ça serait pas une bonne idée d'utiliser une langue d'un peuple existant, puisque par exemple les Russes accepteraient jamais qu'on leur impose l'allemand, ou les Français non plus, ou le contraire. Donc il s'est dit, tiens, ce serait bien si on pouvait convaincre tous ces gens-là d'apprendre par exemple le latin, le grec ancien. Mais après, quand on les étudie à l'école, il a remarqué que c'était vraiment trop difficile. Ça pourrait aller pour les gens éduqués qui ont des moyens de faire des longues études, mais pour la plupart des gens, c'est pas possible. Et que l'idéal, donc, ce serait d'avoir une langue créée spécialement dans le but d'être facile à apprendre. Il s'est lui-même mis à la créer. Donc ça lui a pris pas mal d'années. À un moment, il a dû recommencer à peu près de zéro parce que quand il est parti faire ses études et qu'il est revenu, son père avait détruit ses notes. J'ai pas bien compris si c'était parce que son père voulait qu'il se concentre sur ses études ou pour pas qu'on le prenne pour un espion ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai oublié de préciser que Zamenhof en réalité était médecin puisque sa passion c'était les langues. Il rêvait d'être un poète de langue russe. Mais son père pensait que la médecine, ce serait quand même mieux pour pouvoir gagner sa vie et nourrir sa famille. Enfin bref, en 1887, il a obtenu la permission de la censure pour publier sa langue. Donc et le 28 juillet 1887, il a publié 7 brochures en russe. Donc le titre c'est Langue internationale, préface et manuel complet. Chose intéressante, c'est que sa langue n'avait même pas de nom à cette époque, c'était juste langue internationale. Et donc sa brochure, c'était vraiment pas grand-chose, c'est 40 pages. La moitié, c'est une introduction. Le manuel complet, il prend 6 pages, il y a aussi quelques poèmes et un dictionnaire à la fin. Donc la même année, ça a été traduit en polonais, en allemand, en français, puis dans d'autres langues. Alors, je ne sais pas vraiment encore comment ça s'est passé, puisque Zamenhof était ni le premier ni le dernier à avoir eu l'idée d'une langue auxiliaire internationale, mais des gens se sont mis à l'apprendre et à l'utiliser. Et en 1905,
il y a eu donc le premier congrès mondial d'espérantistes. Donc presque 700 participants, c'était à Boulogne-sur-Mer en France, et en gros c'était la première fois que les gens se sont rendus compte que oui, ça marche en pratique, en vrai. Bref, ensuite l'espéranto a continué à se développer. Zamenhof est mort en 1917. Un fait intéressant, c'est que l'espéranto a été proposé comme langue de travail de la Société des Nations dans les années 20. C'est une proposition soutenue par le Japon, la Perse, l'Afrique du Sud, des pays comme ça. Là, on peut pas trop lire, mais c'est un article de journal en anglais à ce sujet. Et cette proposition a échoué en partie grâce à la France, qui estimait que la seule langue internationale devrait être le français. Donc voilà, bravo les gars. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale, pour utiliser un euphémisme, ça n'a pas vraiment été favorable à l'espéranto et aux espérantistes. Zamenhof étant juif, forcément ça devait être une partie du complot juif, du coup c'était un peu chaud en Allemagne pour eux. En Union soviétique, c'était pas beaucoup mieux non plus, puisque les espérantistes étaient un des très nombreux groupes de personnes douteuses à envoyer au goulag. Mais malgré ça, l'espéranto n'a jamais disparu. Il a continué à se développer. Donc ça peut être repris un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, pour arriver à aujourd'hui où Internet l'aide encore plus à se développer. Donc c'est tout pour cette partie historique. Maintenant, je voudrais présenter rapidement à quoi ressemble l'espéranto. Donc si vous étiez à ma conférence sur les langues slaves de l'autre jour, c'est exactement le même texte. C'est donc un extrait du Petit Prince, donc je vais vous lire ça. Pour que vous entendiez à quoi ça ressemble. Ho eta princo, mi comprenis tiele iom post iome, vian melancolian vivon. Dum longa tempo vi havis kiel distraĵon nur la mildecon de sun subiroj. Tiun ĉi novan detalon mi eksciis la 40 tagon matene, kiam vi diris al mi multe plaĉas sun subiroj. Donc, la prononciation peut dépendre pas mal des gens et de leur pays d'origine. Donc j'essaie d'avoir un accent à peu près neutre, mais chez certaines personnes, on entend beaucoup plus qui sont français, ou russes, ou allemands, ou ainsi de suite. Donc la base du fonctionnement de l'espéranto, c'est la combinaison d'éléments invariables. Donc là, je vous ai mis des couleurs pour montrer les morphèmes. Donc par exemple, le J à la fin d'un mot prononcé Y, ça indique le pluriel. Les noms se terminent en O, les adjectifs en A, ainsi de suite. Pas mal de personnes qui connaissent pas l'espéranto disent que ça ressemble à de l'espagnol ou de l'italien. Moi, je trouve pas particulièrement. Mais cette impression vient probablement donc des mots qui se finissent en O et en A, et aussi du fait que pas mal de mots ont été empruntés aux langues latines, donc principalement latin, français, italien, mais pas l'espagnol, puisqu'à ma connaissance, Zamenhof ne connaissait pas l'espagnol. On trouve aussi pas mal de mots d'origine germanique, donc anglais, allemand et quelques mots slaves. Et bien sûr, comme c'est censé être le plus facile possible à apprendre, donc on lit comme on prononce et on écrit comme on prononce et inversement. Il n'y a pas de pluriel irrégulier, il n'y a pas de verbe irrégulier. Il y a beaucoup de préfixes et de suffixes pour pouvoir créer de nouveaux mots, ainsi de suite. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus puisque je voudrais surtout vous parler du côté donc langue vivante, donc qu'il parle, ainsi de suite. Donc, si vous parlez de l'espéranto avec un espérantiste, si vous demandez ce que c'est, il est très probable qu'il utilise le mot facile. Donc, est-ce que c'est vraiment facile à apprendre? Donc, je pense que vous le savez, apprendre une langue, c'est jamais quelque chose de facile. Enfin, ça prend pas mal d'efforts, ça prend du temps. Et vous savez que la rapidité d'apprentissage d'une langue, ça dépend de votre motivation, de plein de choses, de la proximité avec votre langue maternelle. Mais cela dit, la raison pour laquelle les espérantistes vous diront que c'est facile, c'est parce que dans la plupart des cas, ça leur prend vraiment beaucoup moins de temps et d'efforts à apprendre que d'autres langues. C'était mon cas par exemple, donc j'ai commencé à apprendre tout seul sur Internet. Je connaissais absolument personne qui parlait espéranto. C'était à une époque où il n'y avait pas de Duolingo, ni Anki, ni ce genre de choses. Au bout d'un an, je suis allé à une rencontre, donc un festival d'espérantistes en Hongrie. J'avais 17 ans, je suis encore surpris que mes parents m'aient laissé aller à l'étranger parler une langue bizarre. Et donc j'ai rencontré des gens qui parlaient espéranto pour la première fois et je pouvais communiquer avec eux vraiment sans trop de problèmes. Donc il fallait que je réfléchisse un peu, des fois je connaissais pas des mots, mais vraiment ça marchait bien.
Donc je pense que la plupart des espérantistes auront des anecdotes à ce sujet. Je peux encore citer Lydia Machova, que vous connaissez tous. Elle donne souvent des conférences où elle explique comment apprendre les langues, mais elle m'a dit que pour l'espéranto, elle a même pas vraiment dû appliquer toutes ces techniques parce que c'était beaucoup plus simple. Bref. Donc, une langue vivante. Donc vraiment, j'insiste là-dessus puisque beaucoup de gens pensent que l'espéranto c'est une idée, un projet, une expérience, un truc comme ça, mais non, c'est bien une langue. Parlée depuis presque 130 ans. C'est une langue que certaines personnes utilisent tous les jours avec leurs amis, même parfois avec leur famille, au travail, ainsi de suite. Une chose importante à comprendre, c'est que comme l'espéranto est une langue vivante, on ne peut pas le réformer. Donc beaucoup de gens qui commencent à apprendre l'espéranto au bout d'un mois commencent à avoir plein d'idées pour améliorer la langue. Mais c'est pas possible, c'est comme... Je suppose que donc il y a pas mal d'entre vous qui apprennent le français. Je pense que vous vous dites que ça serait plus facile si par exemple on supprimait les genres, mais c'est pas possible parce que c'est une langue vivante et je suis désolé, je vais pas changer ma manière de parler ma langue juste pour vous faire plaisir. Et une autre chose intéressante, c'est que l'espéranto évolue, donc comme toutes les langues vivantes. Donc on a souvent cette image d'une langue créée par une seule personne. Donc Zamenhof en l'occurrence, mais il a lui-même insisté sur le fait qu'il voulait se considérer comme l'initiateur et pas le créateur. Et en gros, donc l'espéranto de Zamenhof, c'est ça. Donc en gros, c'est un livret qui s'appelle No Fundamento de Esperanto, donc les bases de l'espéranto, donc publié en 1905, je crois, ou quelque chose comme ça. Par Zamenhof et aussi avec d'autres espérantistes. En gros, il y a une préface, la grammaire en 5 langues, un dictionnaire avec 900 racines. La grammaire, là-dedans, c'est vraiment 16 règles, ça tient sur quelques pages. Donc, pour vous donner une idée, donc l'espéranto de Zamenhof, c'est ça. L'espéranto aujourd'hui, c'est ces 2 bouquins. Ça, en gros, c'est le dictionnaire complet d'espéranto. Donc, je pense que c'est la plus grande référence en la matière. Il y a combien? Il y a dans les 16 000 mots, 16 000 racines, mais encore plus de mots, puisqu'à partir d'une racine, on peut combiner des éléments, ajouter des suffixes, ainsi de suite, ça fait beaucoup plus de mots. Et donc je vous ai parlé des 16 règles. L'espéranto d'aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est pas particulièrement officiel, mais en gros, c'est considéré comme une référence en la matière, puisque les règles de Zamenhof étaient assez vagues. Et là, donc maintenant, avec l'usage, c'est devenu un peu plus détaillé. Ça, c'est basé sur l'analyse de comment les espérantistes parlent en réalité, sur l'analyse de textes par des bons auteurs, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de mots qu'on utilise aujourd'hui couramment qui n'étaient même pas dans l'espéranto de Zamenhof. Donc, j'étais surpris d'apprendre qu'il y a des mots comme messaggio qui n'étaient même pas dedans. Même des choses comme biciclo, fazeolo, c'est haricot, stulta, idiot, ainsi de suite. Il y a aussi des mots qui ont changé de sens depuis la création de l'espéranto. Donc par exemple, chati, c'était censé être apprécié au début, mais c'est devenu peu à peu aimé bien, puisque au début on disait seulement ami pour les deux. Donc ami c'est aimer. Comme en français et en russe, on peut aimer quelqu'un, on peut aimer, je sais pas, du chocolat. Et par exemple pour les gens qui parlent anglais, qui voulaient avoir une distinction entre like et love, donc ce mot a changé peu à peu de sens. Un autre exemple, alors c'est peut-être pas vraiment une évolution, mais c'est au moins une différence entre l'espéranto théorique et l'espéranto réel. C'est que, donc je vous ai dit que les noms se finissent par O, mais si on veut, on peut supprimer ce O. Mais en pratique, c'est très rare dans la langue courante et ça se trouve seulement en poésie ou dans les chansons. Comme toutes les langues, l'espéranto développe aussi un vocabulaire pour les concepts modernes. Donc ce qui est intéressant, c'est que, donc oui, j'ai oublié de mentionner qu'il y a une académie d'espéranto, en gros, qui se contente de parfois proposer des mots, mais surtout d'observer comment les espérantophones parlent et d'officialiser ce qui devient établi. Donc ils avaient proposé televisio, et aujourd'hui tout le monde dit televido, probablement sous l'influence de vidi, qui veut dire voir. Donc il s'est passé quelque chose de similaire pour ordinateur. Donc on proposait computero, computoro, computilo, et maintenant vraiment tout le monde dit computilo, puisque ilo ça indique un outil.
Je suppose que ça a paru plus naturel à la plupart des espérantophones, et aujourd'hui les deux sont des archaïsmes. Même pour selfie, on peut créer des mots facilement. Moi je dirais même photo, donc auto-photo en gros, mais j'ai déjà entendu selfio, donc on va voir ce qui gagnera. Drone aussi. Donc là, il y a pas mal d'hésitations sur ce mot. Alors, telestir aviadilo, c'est vraiment avion télécommandé. Celui-là, j'ai sorti de Wikipédia, je l'ai jamais entendu. Spavo, je l'ai entendu quelques fois, rarement. C'est censé être une abréviation, mais c'est assez rare. Personnellement, je dis droneo, puisque drono, je trouve pas ça terrible, vu que ça veut déjà dire noyade. Ensuite, même principe pour smartphone. Application, le mot habituel, c'est applicajo, même si j'entends assez souvent que Chuck Smith et ses amis qui travaillent sur Amicomu disent Apo. On va voir ce qui va s'imposer. Donc, une question très fréquente sur l'espéranto aussi, c'est combien de personnes le parlent. Donc, je vais vous dire la seule réponse qui est absolument exacte et honnête. Personne ne sait combien de gens parlent espéranto. Donc, deux raisons. La première, c'est, je suppose que vous savez, qu'est-ce que c'est parler une langue, c'est comment, à quel niveau. Est-ce que on doit parler très très couramment ou connaître les bases? Et de toute façon, même si on trouve une définition, c'est vraiment impossible de compter puisqu'il n'y a aucun registre, aucun recensement. Alors, on trouve quand même des estimations, mais elles sont vraiment très très imprécises. Donc, c'est quelques-unes que j'ai trouvées comme ça sur Internet. Celle que vous entendrez le plus souvent, c'est 100 000 à 2 millions de personnes qui parlent espéranto. Même si malheureusement les 2 millions, j'y crois pas vraiment. Une estimation que je trouve pas mal, c'est celle sur les ordres de grandeur en bas. Donc on peut estimer qu'il y a peut-être 1000 personnes qui l'ont comme langue maternelle, 10 000 qui le parlent vraiment couramment, 100 000 qui peuvent le communiquer, et 1 million qui parlent les bases. Là vous vous dites peut-être comment c'est en langue maternelle. Et oui, il existe des gens qui parlent l'espéranto comme langue maternelle. Donc simplement des gens parce que leurs parents ou un des parents leur a parlé en espéranto depuis leur enfance. Donc j'en connais, je connais pas mal de personnes. Donc par exemple, une de mes meilleures amies a l'espéranto comme langue maternelle puisque son père lui parlait en espéranto alors que sa mère et tout le reste de son environnement lui parlaient en français. Et donc maintenant elle le parle normalement, mais elle a jamais vraiment dû étudier la grammaire ou des mots, c'est juste une langue normale. Donc forcément tous ces gens-là sont au moins bilingues, voire plus. Ce qui est intéressant, c'est que en pratique c'est quasiment impossible de différencier une personne, enfin un adulte qui a l'espéranto comme langue maternelle ou quelqu'un qui simplement le parle très bien. Et comme les natifs sont vraiment une minorité, ils ont vraiment pas d'influence sur ce qui est considéré correct dans la langue. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo sur YouTube, donc je vais pas vous la montrer parce qu'on n'a pas le temps, ça s'intitule Esperanto Like a Native. C'est en espéranto mais sous-titré en plein de langues, dont le français. Et donc, je trouve ce phénomène vraiment intéressant puisqu'à ma connaissance, c'est vraiment quelque chose d'unique. J'ai vraiment jamais entendu parler de quelque chose de similaire, une langue inventée qui est devenue une langue maternelle. La seule exception que je connaisse, c'est un mec qui a appris le klingon à son fils, mais il a arrêté au bout de quelques années. Je sais pas vraiment si ça compte. Bref, dans quel pays on parle l'espéranto? Une question aussi fréquente. Donc, ce qu'on trouve souvent, c'est dans plus de 120 pays. Il y a vraiment des espérantistes dans tous les continents. J'en ai rencontré de tous les continents. Ça, c'est une carte donc, des membres de l'Association mondiale d'espéranto, mais ça ne prouve pas grand-chose puisque la plus grande partie des espérantistes ne font pas partie de cette association ni d'une autre. Donc, la distribution varie selon les pays. Donc, d'après mon expérience, peut-être subjective, il y a plus d'espérantistes que la normale dans des pays comme le Brésil, le Japon, la France, la Hongrie, la Pologne. Mais ils sont moins développés dans les pays arabes ou l'Inde, par exemple. Donc, une autre chose que je voudrais évoquer, c'est l'idéologie de l'espéranto, puisque souvent les gens pensent qu'il y a une idéologie derrière ça. Donc je sais pas si j'ai vraiment le temps de m'étendre sur toute la philosophie de Zamenhof, mais en gros, il a toujours fait attention à bien différencier ses opinions personnelles de l'espéranto, donc il a toujours insisté sur le fait que ce qu'il pense lui, ça n'a rien à voir, c'est son problème personnel, ça concerne pas les autres espérantistes. Et en gros, un espérantiste, c'est une personne qui parle l'espéranto, peu importe pourquoi. Bon, je vais pas trop détailler ces idées puisque de toute façon c'est des trucs qui datent d'il y a un siècle et aujourd'hui on peut très bien parler l'espéranto sans savoir ce que pensait Zamenhof ou on peut s'en fiche complètement.
Même je m'y suis intéressé seulement récemment, juste en gros pour savoir de quoi je parle dans cette présentation. En gros, tout ce qu'on peut dire, ce que les espérantistes ont en commun, c'est que la plupart donc sont pour les échanges internationaux, forcément, l'égalité entre les peuples, ce genre de choses. Mais il n'y a pas spécialement d'idéologie, de parti politique, de religion associée à l'espéranto. Et donc, j'ai d'ailleurs dans ma présentation là, j'utilise de manière interchangeable les mots espérantiste et espérantophone, mais vous trouverez facilement des gens qui parlent espéranto mais qui vous diront non non je suis pas espérantiste, parce que les espérantophones ont des opinions différentes sur tout, même sur l'espéranto. Donc certains rejettent l'idée de faire comment dire de l'espéranto la deuxième langue du monde, ce genre de choses, puisque beaucoup pensent que maintenant l'espéranto c'est vraiment une culture et qu'il mérite d'être appris pour ce qu'il est et pas pour un but lointain et invraisemblable. Et j'ai même eu l'occasion, enfin très rarement sur internet, de voir des gens qui semblent à la fois parler espéranto et détester l'espéranto. Je sais pas vraiment pourquoi, mais il y en a. Donc, à quoi ressemblent les gens qui parlent espéranto? Alors, dès ma première rencontre, j'ai été surpris de voir que beaucoup sont des gens donc qui, par exemple, habitent à l'étranger, ont une famille internationale, ce genre de choses. Beaucoup de polyglottes ou de gens qui étudient les langues, la linguistique, ainsi de suite. Bon, ça, c'est peut-être pas très étonnant. J'étais aussi surpris de voir qu'il y a beaucoup par exemple, d'informaticiens, de végétariens aussi. Pendant longtemps, je connaissais aucun végétarien qui parlait pas espéranto. Donc, je pense que c'est probablement parce que donc l'espéranto c'est quand même quelque chose de pas très populaire. Du coup, parmi les espérantistes, on trouve pas mal de gens qui ont aussi des intérêts un peu minoritaires. Mais il y a aussi beaucoup d'exceptions à ce que je dis. Donc, je connais aussi des espérantistes qui s'intéressent pas spécialement aux langues, qui mangent de la viande, qui n'en ont rien à faire de l'informatique, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est basé sur mes observations personnelles, donc principalement chez les jeunes en Europe. Je suis sûr que si vous demandez à un Brésilien, il vous donnera quelque chose de très différent. Comment on utilise l'espéranto pour voyager avec ses amis? Donc, j'ai pas mal d'amis avec qui c'est vraiment notre langue de communication parce qu'on n'a pas d'autres langues communes qu'on parle vraiment bien tous les deux. C'est utilisé dans de nombreuses rencontres internationales, dans la littérature, la musique. Certains l'utilisent seulement sur Internet parce qu'ils n'ont pas l'occasion de rencontrer d'autres espérantistes. Et quelques personnes l'utilisent même dans leur vie de tous les jours, ce qui est mon cas. Donc je détaillerai ça un peu. Je vais commencer à parler des rencontres internationales. Donc la plus grande rencontre internationale d'espérantistes, c'est le Congrès mondial d'espéranto qui a lieu tous les ans en juillet dans un pays différent. Sur la carte, c'est les pays où ça a déjà eu lieu. Donc en général, il y a entre 1000 et 3000 participants. La dernière édition s'est passée d'ailleurs en Slovaquie. J'ai eu l'occasion de participer à son organisation. C'était du gros boulot, mais c'était vraiment quelque chose comment dire, assez extraordinaire parce qu'il y avait des gens de au moins 60 pays, je crois. Il y avait des conférences sur tous les sujets possibles, des présentations culturelles, genre du théâtre, la danse, des choses comme ça. Cette année, ça va être en Corée du Sud. L'année d'après, ça sera à Lisbonne. Et donc, c'est intéressant, mais souvent, je trouve ça un peu formel avec des longs discours, ce genre de choses. La moyenne d'âge est assez élevée. Mais pour ça, il existe les rencontres de jeunes espérantistes. Donc, franchement, même dans mon cas, si c'était seulement pour moi la seule possibilité d'utiliser Espéranto, ça vaudrait le coup. En fait, cette image, c'est basé sur une idée originale de Szabolcs Silva qui fait une conférence sur le finnois et le hongrois juste après. Donc c'est pas vraiment de moi, je suis pas aussi drôle que vous le pensez. Bref. Donc en fait, je trouve que dans l'ambiance, ce genre de choses, c'est assez similaire à cette rencontre, ce qui est pas étonnant vu que le Polyglot Gathering, ça a été inventé par des espérantistes. En gros, c'est une semaine pour s'amuser, se faire des amis, danser, participer à des conférences, faire des excursions. Ça par exemple, c'était en avril, je suis allé en Italie, c'est Monte Isola, dans le nord de l'Italie, c'est super beau. Donc il y a pas mal de ce genre de rencontres organisées tous les ans. La principale, c'est en gros le congrès international de la jeunesse. Donc ils appellent ça souvent des congrès, mais j'aime pas ce mot puisque congrès, ça m'évoque quelque chose d'ennuyeux.
alors qu'en vrai, en gros, c'est plutôt un festival. Ce congrès-là, j'ai participé en Ukraine, en Hongrie, en Tchéquie, en Allemagne. C'est dans un pays différent tous les ans. Cette année, ça sera pour la première fois en Afrique, plus précisément au Togo. Donc dans 2 semaines, je vais au Togo. 2 mois, pardon. Où je suis assez impatient. Bon, je vais pas vous détailler tout ça, mais il y a des rencontres régulières. Donc ça, c'est celle en Europe, c'est celle que je connais puisque c'est plus facile pour moi d'y aller. Donc en France, en Hongrie, en Europe centrale, quoi. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment une tonne de rencontres d'espérantistes organisées tous les ans. En permanence, je vais vous montrer ça vite fait. Il y a un site qui les recense et encore il n'est pas vraiment... En gros, ça c'est un site qui... Ah merde, pardon. Bon, j'arrive pas à vous montrer le navigateur, c'est pas grave. Mais en gros, vous pouvez voir une longue liste. Apparemment, il y a même des rencontres en Mongolie. Je savais même pas qu'il y avait des espérantistes en Mongolie. Bref. Une chose intéressante aussi avec l'espéranto, c'est Pasporta Servo, donc service passeport. C'est couchsurfing pour les espérantistes, sauf que ça existe depuis les années 70. Donc à la base, c'était publié sous la forme d'un livre. Donc ça ressemble à ça. Il y a un annuaire avec des adresses dans plein de pays. Bon, ça c'est l'édition de 2007, j'ai pas plus récent. Maintenant, c'est sous la forme d'un site. Donc ça c'est là où vous pouvez vous faire héberger par des espérantistes. Je crois que cette carte a 1 ou 2 ans, il y en a peut-être encore plus maintenant. Bon, à vrai dire, je m'en suis pas servi, enfin pas vraiment, mais j'ai déjà été hébergé par des amis qui parlent espéranto dans des endroits tels que Prague, Budapest, même en Italie ou en Russie. Pour pas mal de personnes qui n'ont pas l'occasion de voyager, ils utilisent espéranto surtout sur Internet. Donc il y a une communauté active par exemple sur Telegram et des groupes Facebook, ce genre de choses. Il y a Wikipédia qui existe en espéranto, il y a plus de 200 000 articles. Donc il y a plus d'articles sur Wikipédia en espéranto qu'en slovaque par exemple. D'ailleurs Wikipédia en espéranto a été créé en 2001 par notre ami Chuck Smith. Bon, et puis bien sûr il y a des forums, des chaînes YouTube, des blogs, des sites, ainsi de suite. Assez souvent, quand on parle de l'espéranto, les gens répondent oui mais non, moi ça m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas de culture. Donc je vais essayer de vous montrer que si, puisqu'on trouve de la littérature, de la musique, radio, magazine, ce genre de choses. Donc dès le début, l'espéranto était prévu pour servir à plus que des échanges tout simples, puisque même dans la première brochure de Zamenhof, il y avait déjà quelques poèmes. Donc ça c'est vraiment des livres que j'ai pris au hasard, j'ai pris une photo vite fait. Donc on trouve vraiment de la littérature originale, la littérature traduite. Donc voilà quelques noms d'auteurs assez connus. Même si pour être honnête, j'en ai pas lu beaucoup. Mais par exemple, William Hall, apparemment il était assez bon puisqu'il a été nominé pour le prix Nobel de littérature parce qu'il a fait pour un de ses poèmes. Il est aussi connu pour avoir traduit le Seigneur des Anneaux en espéranto. Alors, à vrai dire, je suis pas extrêmement compétent sur le sujet de la littérature en espéranto, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ce bouquin. Donc, encyclopédie originale de la littérature en espéranto, en anglais, et il y en a pour 740 pages. Donc, je pense qu'il y a quand même une littérature digne de ce nom. Il y a aussi beaucoup de musique en espéranto. Donc, à n'importe quel festival, rencontre, vous aurez sûrement des concerts. Donc ça, c'est quelques-uns des plus connus que j'aime bien. Par exemple, là, ça c'est La Perdita Generatio, c'est un groupe suédois. J'aime beaucoup leur musique, ils ont des textes intéressants, même si ils aiment beaucoup les néologismes qui sont les seuls à comprendre. Là, au milieu, Jomart et Natasha, ils sont du Kazakhstan à l'origine, ils habitent en Suède. Ils chantent bien aussi, c'est des ballades, des chansons tranquilles. Bon, Yomo, pas besoin de vous le présenter, vous avez vu. La Paf Click, c'est un duo qui fait du hip-hop, ils sont français. Et une de leurs chansons est intitulée Fek à l'Esperanto, c'est-à-dire merde à l'Esperanto. C'est donc une très bonne illustration de comment on peut dire en espéranto des grossièretés et des insultes. Ça, Martin Kailatalpoi, c'est du rock, ils sont suédois aussi. Kim, qui a la particularité donc de parler l'espéranto comme langue maternelle, mais il a un accent danois très fort et dur à comprendre pour les débutants. La première fois que je l'ai vu, je comprenais rien à ce qu'il disait, maintenant ça va mieux.
Bon, on trouve aussi, par exemple, des magazines. Hop, ça s'appelle Contacto, c'est intéressant, c'est surtout des sujets de société. Il y a plusieurs radios qui émettent en espéranto, donc par exemple Radio Internationale Chinoise ou même la radio du Vatican ont des émissions en espéranto, donc pas beaucoup, peut-être une demi-heure par semaine, voire moins, mais ça existe. Mosaico, c'est une radio qui émet en ligne. Il y a pas mal de podcasts aussi, donc ça c'est un que je connais. Hop, Kernpunkto, c'est assez intéressant, il parle surtout de sciences et de technologie. C'est fait par des Allemands. On trouve aussi donc des chaînes YouTube. L'un des plus connus, c'est donc Evil Dia, c'est un pseudonyme. Il est australien, c'est un des créateurs d'Amikumu d'ailleurs. Alors, du côté des films, par contre, c'est là que ça manque un peu, puisque a priori n'importe qui peut écrire un livre ou une chanson, mais pour faire un bon film, faut du budget, donc c'est un peu plus compliqué. Donc le plus célèbre s'appelle Incubus, c'est même pas un nom en espéranto. Un film américain des années 65, mais des années 60, oui, de 1965. Mais le choix de l'espéranto est plutôt un choix artistique du réalisateur. C'est pas vraiment un film fait par des espérantistes. Du coup, les acteurs, dont William Shatner, qui est dans ce film, donc les acteurs ne parlent pas espéranto, et donc leur prononciation est assez mauvaise et voire incompréhensible sans les sous-titres. Mais peut-être que vous vous direz, oui, mais écrire des livres, tout ça c'est bien gentil, mais ça fait pas vraiment une culture. Et vraiment, qu'est-ce que c'est une culture? C'est quelque chose d'assez difficile à définir. Ça, c'est vraiment un débat philosophique qui pourrait durer des heures. La définition que je vous ai mise, j'ai vraiment tapé dans Google What is culture et je vous ai copié-collé. Mais oui, même les espérantophones quand même partagent donc forcément la langue, mais aussi ils ont un peu de littérature en commun, la musique, les mêmes références culturelles, parce qu'on connaît les mêmes célébrités en quelque sorte. Il y a des concepts uniques liés au monde de l'espéranto. Donc par exemple, crocodili, ça veut dire parler dans une langue qui n'est pas l'espéranto parmi des espérantistes, surtout quand ça empêche les gens de comprendre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que en gros, ça veut dire crocodile, mais vous me demandez ce que c'est le rapport avec les crocodiles. Eh ben, j'en sais rien, puisque personne ne sait vraiment d'où ça vient. Donc, comme c'est une langue inventée, on pourrait se dire qu'on sait parfaitement d'où viennent tous les mots, mais non. Gufuyo, vous connaissez, c'est le salon, en gros, salon thé avec une ambiance tranquille. Eterna Comensanto, donc débutant éternel, c'est quelqu'un qui apprend l'espéranto, mais qui, en gros, dépasse jamais le niveau de débutant. Kabei, c'est un mot assez marrant. En gros, ça veut dire faire comme Kabe, qui était un auteur, donc un des premiers auteurs en espéranto qui était très prolifique, qui a beaucoup agi pour l'espéranto jusqu'au jour où il a subitement arrêté de s'occuper de l'espéranto sans donner d'explication à personne. Donc bref. Et en gros, vraiment, c'est dur à définir, mais si vous allez à une rencontre d'espérantistes, je pense que vous remarquerez qu'il y a quand même, un début une culture, quelque chose comme ça. C'est pas une culture au sens de la culture française, par exemple, ça c'est sûr, mais c'est vraiment difficile à définir. À mon avis, ça dépend de ce qu'on entend par culture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chez pas mal de gens qui parlent bien l'espéranto, qui l'utilisent souvent, il y a comme un sens, d'appartenance, d'identité, puisque maintenant j'ai vraiment l'impression que l'espéranto c'est aussi ma langue, alors que par exemple j'habite en Slovaquie depuis 3 ans, j'apprends le slovaque, je me débrouille pas mal, mais pour moi le slovaque c'est toujours la langue des Slovaques. Bref. Et même si vous n'êtes pas d'accord et que vous pensez que ça fait pas vraiment une culture, les gens qui parlent l'espéranto ont des cultures à eux, ils aiment bien les présenter. Donc je pense que vous avez pu voir à quoi ça ressemble jeudi soir, je crois qu'on a fait la présentation avec toutes les nourritures de nos pays, puisque c'est vraiment quelque chose qui se passe dans presque toutes les grandes rencontres d'espéranto. Donc ça c'était il y a quelques années en Tchéquie, donc vous pouvez voir que c'est le stand des Irlandais. Ça, c'était il y a 2 mois, j'étais en Italie. Il y a des Béninois qui ont présenté leur culture, ils ont apporté de la nourriture de leur pays. D'ailleurs, pour les Slovaques, grâce à ce genre d'événement, le Tatranský čaj commence à être connu parmi les jeunes espérantistes en Europe. En bas, ça c'était le congrès mondial l'année dernière, c'est une présentation de Lučnica, qui est vraiment un super ensemble de musique et de danse folklorique slovaque. Et aussi,
les espérantistes, dans leur grande majorité, aiment les langues. D'ailleurs, l'espéranto est censé être utilisé comme deuxième langue, ça n'a jamais eu pour but de remplacer les langues des gens. Donc forcément, on trouve pas mal de polyglottes. D'ailleurs, dans cette rencontre, il y a vraiment peut-être un cinquième, un quart des gens qui parlent espéranto, j'ai été surpris. L'espéranto peut éventuellement aider à apprendre d'autres langues. Donc si vous avez été à la présentation de Tim Morley, il y a quelques jours à ce sujet, il a fait un programme où il enseigne l'espéranto à des enfants pour leur apprendre à apprendre des langues en gros. Beaucoup d'espérantistes aussi sont en faveur des langues minoritaires. Donc, les rares personnes que je connaisse qui parlent des langues régionales de France parlent aussi espéranto. Même sans l'espéranto, vous ne seriez pas ici puisque cet événement a été inventé par des espérantistes. En gros, à la fois pour partager cette culture aux non-espérantistes et aussi parce qu'ils aiment les langues. Amikumu, je suppose que maintenant vous savez ce que c'est, inventé par des espérantistes aussi. Alors ça, c'est d'ailleurs, vous avez quelques prospectus dans votre sac sur ces projets. C'est des projets sur lesquels on a travaillé dans mon organisation. Ils ont été créés au moins en partie par des espérantistes. Alors quelque chose ça concerne vraiment pas beaucoup de monde, mais il y a des gens qui utilisent l'espéranto dans leur travail. J'en fais partie, donc je sais que je suis un spécimen assez rare, mais ça existe. Donc avec mes collègues, c'est vraiment notre langue de travail puisque c'est la langue qu'on parle le mieux. Donc par exemple, je sais pas si vous avez rencontré certains des organisateurs, ils parlent pas tous extrêmement bien anglais, donc vraiment on parle espéranto parce que c'est beaucoup plus pratique pour nous tous. Donc ces photos datent d'il y a 2 ans, donc c'était des volontaires qui étaient chez nous grâce au service volontaire européen. Si ça vous intéresse, il y a quelques possibilités de faire du volontariat dans diverses organisations en espéranto. Bon, on a essayé de les recenser, il y en a pas vraiment énormément, donc c'est soit le service volontaire européen, soit le service civique français. Donc là c'est là où je travaille. Ça c'est une association à Białystok, ça c'est Association mondiale d'espéranto à Rotterdam. Il y en a un centre culturel à Toulouse et une autre association en Bretagne. Bon, ça, c'est sûr, ça concerne vraiment pas beaucoup de monde, mais c'est vraiment pour vous montrer que l'espéranto peut être utilisé dans toutes les sphères de la vie, même le travail. Comment apprendre l'espéranto ? Il y a quelques universités qui enseignent l'espéranto. Donc, je sais que, par exemple, à Poznań, à l'université Masaryk à Brno, en Hongrie, il y en a quelques-unes. À vrai dire, je sais pas encore si c'est encore vrai puisque j'ai sorti ça d'une liste qui date de 2014, mais la plupart sont probablement encore vrais. Dans pas mal de villes, il y a des clubs avec des cours, donc si vous habitez dans une grande ville, c'est possible qu'il y en ait un. Il y a pas mal de livres aussi, donc en français, il y a l'Espéranto sans peine chez A6000, même si je crois qu'il est plus édité depuis un moment. Bon, maintenant, il y a l'Espéranto de poche, mais c'est pas la même chose. En anglais, j'ai entendu du bien de Teach Yourself Esperanto, même si j'ai jamais regardé. Pour les Tchèques et les Slovaques, j'ai aussi entendu du bien de Esperantem za 3 měsíce, ainsi que Esperanto od A do Z, qui est à la fois en tchèque et en slovaque, il y a 2 versions. Mais maintenant, je pense que le mieux, c'est utiliser Internet. Donc, le principal site, c'est lernu.net. Donc, lernu, c'est apprend à l'impératif. C'est un site multilingue, il y a plein de leçons, un forum, dictionnaire, plein de choses. Ce site date de 2003, quelque chose comme ça, mais il a été refait à neuf l'année dernière. Et si vous allez apprendre l'espéranto sur lernu, vous aurez la chance d'entendre ma voix dans le nouveau cours. Le deuxième e-curso, c'est un site qui présente en français assez bien les bases de l'espéranto, c'est avec ça que j'ai commencé. Learn.esperanto.com, c'est un site multilingue qui a été créé assez récemment aussi. Vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est assez simple. Duolingo a des cours d'espéranto depuis un moment. Donc 884 000 pour l'anglais, enfin qui apprennent l'espéranto depuis l'anglais, 136 000 qui apprennent depuis l'espagnol. Donc j'ai mis les chiffres à jour il y a 1 heure. Donc c'est pas mal puisque au total ça fait quand même 1 million de personnes. Bon, c'est sûr ils apprennent pas tous, il y en a qui ont dû essayer seulement la première leçon, mais c'est quand même pas mal. Et bientôt il y aura un cours depuis le portugais. Et ensuite donc vortaro.net, en gros c'est la version en ligne de ça. Et l'autre, c'est la version en ligne de cette grammaire. Donc c'est gratuit. Et si vous voulez apprendre l'espéranto
dans le monde réel, ce que je vous recommande, c'est que donc en juillet, du 15 au 23, on organise donc à peu près une partie de l'équipe qui organise le Polyglot Gathering organise un cours d'espéranto d'été à Banská Štiavnica, c'est en Slovaquie, d'ailleurs c'est une des plus belles villes de Slovaquie que j'ai visité, patrimoine mondial de l'UNESCO et tout. Et donc ça dure une semaine. D'accord, il n'y a pas d'organisateur ici, donc je sais pas si je devrais vous dire ça, mais ça dure 2 fois plus longtemps que le Polyglot Gathering et c'est moins cher. Et donc, oui, donc j'ai beaucoup aimé à chaque fois que j'ai participé, même quand j'étais seulement participant normal. En gros, le matin, il y a des cours d'espéranto pour plusieurs niveaux, donc même débutant complet jusqu'à niveau élevé. L'après-midi, c'est des excursions, des présentations, des cours de danse, vous pouvez proposer ce que vous voulez. Le soir, il y a des concerts, et ainsi de suite. Voilà, donc merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, oui. Bonjour. Je voulais te poser une question. Une des raisons par lesquelles je n'ai pas appris vraiment l'espéranto, c'est parce que je n'ai pas le temps. Là, je travaille beaucoup, j'étudie aussi. Et j'étudie toujours en écoutant, j'écoute toujours. Et je n'ai pas trouvé des matériaux, des choses en espéranto, la transcription et des choses que tu peux écouter comme un cours normal. Est-ce que tu peux nous recommander peut-être un website ou une chose comme ça? D'accord. Alors, donc, je vais vous remontrer l'adresse. Donc, le premier site dont j'ai parlé, c'est lernu.net. Donc dessus il y a justement un cours avec des dialogues, de l'audio, mais il y a aussi une médiathèque dans laquelle vous pourrez trouver des sons ou des vidéos avec la transcription. À part ça, je ne connais pas spécialement d'autres, mais vous pourrez demander à d'autres espérantistes. Mais... Ah, pardon? Ah, Kern.to, oui, mais c'est donc. Ouais. Bon, c'est pas transcrit. Donc, oui, ce podcast c'est pas transcrit et c'est surtout un niveau avancé puisqu'il parle de science et de technologie. Donc, pour les niveaux basiques, je pense que c'est pas vraiment adapté, mais pour pratiquer après, oui. D'autres questions? Oui. Tu as eu besoin de combien de temps pour apprendre l'espéranto et tu penses sur quel niveau tu parles maintenant l'espéranto? À quel niveau je parle maintenant? D'accord. Alors, combien de temps j'ai eu besoin, c'est un peu difficile à dire, parce que comme j'ai dit, j'ai appris vraiment tout seul, sans pratiquer à l'oral. Mais au bout de quelques mois, déjà, je pouvais pas trop mal lire et écrire. Et donc, comme je l'ai dit, la première fois que j'ai rencontré des espérantistes en vrai, au bout d'1 an d'apprentissage, je pouvais bien parler avec eux. Et sinon, maintenant, j'ai oublié de le mentionner, mais il existe des examens officiels dans le cadre européen de référence pour les langues, donc les niveaux B1, B2, C1, ainsi de suite. C'est fait par une organisation hongroise. Donc j'ai passé l'examen il y a 3 ans, j'ai le niveau C1. J'ai pas trouvé ça particulièrement difficile à passer d'ailleurs. Donc oui, maintenant C1, C2 facilement. Ok, je crois qu'on n'a plus de temps pour les questions. Ok, merci d'être venu. Ah. La filmeton, tu peux montrer la filmeton like a native. Il voulait voir vite fait la vidéo sur les espérantophones natifs, mais on n'a plus le temps pour ça, désolé.